Les routes sont vraiment en mauvais état. Mon nom est Kiko Ojo, je serai votre animatrice pour ce soir. Et ceci est l'examen des contrôles de routine. Il y a un problème technique. L'interprète ne peut entendre dans les écouteurs. Ceci sera réglé rapidement. Merci de votre patience. Ma collègue Daniel Daoudi donnera des informations quant au déroulement de ce soir. Vous allez devoir vous impliquer avec les gens à votre table. Il y a des questions qui sont déjà disponibles. Vous pouvez regarder les papiers qui sont à votre table. Vous aurez le temps de faire ce travail ensemble. Et ensuite, on fera un rapport à la salle en entier. Vous verrez des membres de notre équipe qui ont des badges comme ceci. Nous prenons des notes pour aider le juge Tulloch et son examen. L'autre point essentiel, c'est si vous préférez écouter en français, sachez qu'il y a des écouteurs à l'arrière de la salle et que l'interprète est à l'arrière dans sa cabine. Donc, sans plus attendre, je vais passer le micro au juge Tulloch afin qu'il vous accueille. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je voudrais remercier Kike pour sa présentation. Je partage son sentiment et je tiens à vous remercier d'être venu ce soir et à faire face à ce temps exécrable. Je peux vous dire qu'Ottawa, en dehors d'être la capitale d'Ottawa, est une ville extrêmement importante pour nous. Elle nous est vraiment chère. Vous avez été dans le passé des contributeurs importants pour le dernier processus d'examen dans lequel nous étions impliqués au niveau de l'examen des organismes de surveillance de la police. Nous sommes ici de nouveau pour avoir vos avis et vos contributions au sujet de ce nouvel examen dans lequel je me suis impliqué depuis le mois de septembre. Donc, avant de commencer, je voudrais reconnaître que nous sommes sur le territoire qui est le traditionnel des Anishinaabe. Je rends aussi hommage à la contribution des Métis, des Inuits et des autres peuples indigènes quant à leur contribution pour le façonnement et le renforcement de notre pays et des différentes collectivités. En reconnaissant que ce territoire est un territoire traditionnel, nous montrons notre respect pour les premiers peuples qui ont occupé ce pays. C'est aussi la reconnaissance de leur présence, tant au passé qu'au présent. Nous reconnaissons aussi qu'en reconnaissant leur territoire est seulement le point de départ pour rétablir des relations respectueuses avec les peuples autochtones du Canada. Mon nom est Michael Tulloch. Je suis un juge. Je siège à la Cour d'appel de l'Ontario. Maintenant, comme vous devez le savoir, on m'a demandé au mois de juin d'être un examinateur indépendant du règlement qui réglemente les contrôles routiers. C'est-à-dire que je suis entièrement indépendant par rapport au gouvernement et par rapport à la police. En disant ceci, je veux reconnaître que le chef Bartolo est ici, ainsi que Gillian Chantry, qui sont chefs de police et qui sont à la commission des services de police d'Ottawa. Je veux aussi rendre hommage à tous les membres du public qui sont ici, ainsi que les dirigeants de diverses organisations. C'est vraiment essentiel d'entendre ce que vous avez à dire et pour entendre vos différents points de vue par rapport à ce problème dont nous allons discuter ce soir. En tant qu'examinateur indépendant, je vais revoir le contenu de ce règlement
et qui réglemente les pratiques des contrôles de routine. Et l'on va voir s'il remplit vraiment le but d'avoir des interactions entre la police qui soient sans préjugés et aussi pour m'assurer que les interactions entre les membres du public et de la police puissent promouvoir la confiance du public et qu'ils respectent également les droits individuels et les libertés civiles. Je vais aussi examiner le règlement en vue de déterminer si les services de police, les chefs et les commissions des services de police se conforment à ces dispositions et les suivent et les respectent. Je vais réaliser un examen extrêmement complet de ce règlement. Et afin de le faire, j'ai rassemblé une équipe d'experts. Certains d'entre eux sont ici ce soir et vous les verrez parce que certains d'entre eux, tous en fait, ont un badge. Depuis le mois de septembre, nous nous sommes impliqués dans un processus de consultation très complet dans toute la province et maintenant nous avons entrepris nos consultations publiques. Cette consultation de ce soir est la 11e de nos consultations publiques. Nous avons 12 de ces consultations publiques en tout. Donc, de toute évidence, vous êtes vers la fin du processus, mais vous n'êtes pas les moindres, loin de là. Nous en avons une supplémentaire la semaine prochaine qui se tiendra à Sudbury. Mon intention est de puiser dans ce que j'aurai appris lors de ces consultations afin d'établir un rapport qui contiendra des recommandations sur le règlement. Ce rapport sera remis au gouvernement le 30 novembre 2018 et il sera rendu public au plus tard le 1er janvier. Le 1er janvier 2019 au plus tard. Pour vous donner une idée du contexte, l'intention du règlement est de régir les interactions entre la police et le public lorsque la police cherche à obtenir des papiers d'identité dans des situations où le régime juridique officiel n'oblige aucunement le citoyen interpellé de remettre ses documents d'identité comme son nom. Donc, par exemple, si vous êtes interpellé selon le code de la route, vous êtes de façon obligatoire, vous êtes obligé de fournir vos papiers d'identité. S'il y a une enquête sur vous, parce que vous êtes sur la propriété de quelqu'un et cette propriété ne vous appartient pas, la police, en fonction de cette loi sur les intrusions interdites, ont le droit d'obtenir et de demander vos documents d'identité. Donc, dans ces situations, l'interpellation n'est pas arbitraire et le citoyen est obligé de remettre ses documents d'identité. Le règlement définit ce qu'un agent doit faire quand il demande vos papiers d'identité. Le règlement n'a aucunement l'intention d'empêcher la police de parler aux membres du public ou l'inverse. L'intention du règlement est d'empêcher les policiers de récupérer des informations personnelles de façon arbitraire avec les personnes avec lesquelles ils parlent. Ce règlement aussi définit des lignes de conduite quant à la conservation des données qui proviennent de ces contrôles de routine. Aussi, il rend une formation obligatoire pour les différents agents de police qui doivent être formés sur les règlements et qu'ils connaissent bien les différentes politiques et les différentes procédures applicables par les services de police ainsi que les commissions des services de police. Il donne aussi des exigences au niveau d'une obligation de rapport public par les services de police. Au niveau des interactions
dans lesquels ils ont été impliqués. En gardant ceci à l'idée, je suis vraiment impatient de vous entendre parler plus tard ce soir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos commentaires, vos suggestions, vos différentes expériences sont ce sur quoi nous nous reposerons afin d'établir notre rapport et afin de formuler les recommandations nécessaires. Et tout cela sera remis au gouvernement. Donc votre voix, de toute évidence, est essentielle pour nous. Et je vous demande vraiment de vous sentir libre d'avoir des discussions franches et honnêtes. Et lorsque vous faites votre rapport à la salle, je prendrai des notes qui montrent mon sérieux et je peux vous assurer que vos recommandations et que vos différentes expériences seront bien documentées. Encore une fois, je tiens à vous remercier pour le sacrifice que vous avez fait en venant ici ce soir. Tout d'abord, nous pensions qu'il y aurait peu de personnes à cause du temps. Mais de toute évidence, vous êtes tous impliqués, vous êtes tous des citoyens concernés. Donc encore merci pour votre présence ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Avant qu'on commence, je vais faire une petite annonce. Sachez qu'un service d'interprétation vers le français est disponible. Veuillez vous munir d'écouteurs que vous trouverez à l'arrière de la salle si vous souhaitez d'écouter en français. Mon nom est Daniel Daoudi. Je suis avec l'équipe de l'examen. Je vais vous parler un petit peu de la logistique pour ce soir. Comme vous l'a dit M. Tulloch, nous faisons une tournée dans toute la province. Nous avons sur notre planning 12 villes et la semaine prochaine sera notre 12e consultation et ce soir est la 11e. Une partie du processus de consultation est notre sondage. Donc, si vous allez sur notre site web www.streetchecksreview.ca, vous verrez que vous pouvez remplir un sondage. Donc, le processus des consultations n'est pas seulement d'entendre parler des gens, mais aussi de récupérer des données. Et ce sondage nous aidera. Donc, cela nous aiderait vraiment si vous pouviez aller sur le site web et remplir ce sondage. Le but de ces consultations publiques, c'est de vous entendre. Nous voulons connaître vos opinions, vos recommandations, vos pensées, vos différentes expériences par rapport à ce règlement. Si des issues sont toujours à jour, quels sont les effets de ce règlement et si vous avez quelques pensées que vous souhaitiez partager avec nous. Juste une petite clause de non-responsabilité. Nous ne pouvons ce soir considérer des cas individuels. Donc, si vous avez des histoires personnelles à partager, nous serions ravis d'entendre parler de votre expérience. C'est très important et cela nous permettra de façonner mieux notre rapport. Mais nous ne pouvons aucunement résoudre le problème. Il y a des mécanismes qui sont déjà en place et donc nous vous suggérons de suivre ces processus, mais ce soir, nous ne pouvons résoudre les cas individuels. Donc, l'ordre du jour de ce soir, voilà la partie de l'introduction. Vous verrez sur vos tables qu'il y a différents papiers, des crayons, des carnets. Il y a aussi un guide de participation. Ensuite, il y a un questionnaire de participation publique. On vous demandera de parcourir ces questions. Vous n'êtes pas obligé de les suivre de façon systématique si cela n'est pas votre souhait. S'il y a une question que vous voulez vraiment approfondir à votre table, c'est tout à fait correct. Mais ces questions se font l'écho vraiment de ce règlement. Donc, vous verrez un petit peu ce que nous examinons par les différents thèmes que vous retrouverez dans les questions. Il y aura à peu près 45 minutes à 1 heure pour que vous puissiez travailler par table. Et je vais vous demander de nommer quelqu'un qui prenne les notes. Une fois que cette heure
s'est écoulé, on vous demandera de rapporter à toute la salle. Donc, si quelqu'un à votre table pourrait partager avec nous ce dont vous avez parlé et les différents points essentiels de vos conversations. Le juge Tulloch sera ici à l'avant de la salle et il prendra des notes sur tout ce qu'il entend. Que vous sachiez, nous sommes aussi sur les médias sociaux, nous faisons des gazouillis, des tweets sur StreetCheck, on est sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous verrez aussi, nous avons une diffusion en direct sur Facebook. Vous verrez Andrew juste à l'arrière qui vous fait signe. Donc voici où est la caméra pour la diffusion en direct. Si vous ne souhaitez pas être pris par la caméra, assurez-vous d'avoir votre dos au caméraman. Vous pourrez voir aussi certains membres de notre équipe. Encore une fois, ils portent les badges. Ces personnes vont prendre des photos qui sont pour nos médias sociaux. Si vous voyez quelqu'un qui prend la photo et vous ne souhaitez pas qu'elle soit prise, faites-le nous savoir et on retirera la photo. On fait des gazouillis en temps donné et en heure. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur les médias sociaux, vous pouvez le faire, bien sûr. Encore une fois, le site web, c'est streetchecksreview.ca. Et si vous partez ce soir et que vous pensez à des choses supplémentaires que vous souhaiteriez partager avec nous, vous avez le temps de penser. On va recevoir toutes vos observations par courriel jusqu'au 30 mai à info@streetchecksreview.ca. Donc ce soir, si vous pensez à des choses supplémentaires, vous pouvez les partager avec nous. Et c'est tout. Merci encore d'être venu ce soir. Nous apprécions cela énormément. Il y a encore beaucoup de nourriture, donc n'hésitez pas à vous resservir. Merci. Merci Daniel, merci juge Tulloch. Donc voici, la balle est dans votre camp. Si vous êtes à table et que vous êtes seul ou qu'il y a seulement 2 ou 3 personnes, ce serait bien d'aller à une table un petit peu plus fournie. Comme Daniel vous l'a dit, vous parlerez des questions qui sont sur votre table. Vous n'êtes pas obligé du tout de passer en revue les questions une par une. Il est mieux de choisir quelqu'un qui prenne les notes et de choisir aussi en avance quelqu'un qui rapportera à la salle afin que vous ne vous gariez pas en finale. Je reviendrai à peu près à 7h35, donc c'est juste un peu moins d'une heure afin qu'on puisse passer à la phase finale, la phase de rapport. Cela vous paraît logique? Tout le monde, c'est clair pour tout le monde? Je vais passer un petit peu dans la salle pour m'assurer que tout se passe bien et je reviendrai à 7h35. Merci. Nous sommes prêts à commencer. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une table qui souhaiterait commencer? Super. Et voici Dave. Laissez-moi vous dire quelques mots. Merci à tous. Merci. Pour cette portion de la soirée, on va vous allouer 4 minutes par table. De façon typique, je vous donne un carton jaune. Ce sera pour vous le moment de comprendre qu'il faut terminer ce que vous dites. Vraiment, soyez considérés par rapport aux autres et écoutez-les bien alors qu'ils parlent. Merci beaucoup. Merci. Afin qu'on puisse continuer cette soirée d'une façon fluide. C'est vraiment important pour nous et aussi pour que le juge Tulloch puisse entendre ce que vous dites. Donc c'est important aussi que vous respectiez cette demande. On a une table qui est prête à parler et vous pouvez commencer. Merci. Bonjour, mon nom est Mira Rajulu, je suis un membre du public. Je vais commencer à parler parce que je dois partir à 20h. Pour vous dire un petit peu, à notre table, nous avons tous entendu parler des contrôles de routine, c'est pour ça que nous sommes ici. Mais ils ne connaissent pas vraiment les détails, à moins qu'ils aient travaillé dans ce domaine précis. C'était peut-être pas vraiment un sujet important à Ottawa, peut-être par rapport aux sensibilités qui peuvent être à Toronto.
Il y a nombre de personnes qui ne sont pas au courant que leurs interpellations par la police tombent dans le cadre du règlement. À notre table, on pense qu'il y a certains bénéfices au contrôle de la route, des contrôles de routine pour la sécurité des gens. Mais pendant les gens, on pense surtout que les gens de couleur ont été pris comme cible et d'une façon très subjective. Et donc les gens sont souvent nerveux par rapport à leurs interactions avec la police. Je sais que je le savais d'une façon intellectuelle, mais je ne le savais pas avant d'avoir entendu parler les gens à ma table. Je suis au courant maintenant qu'il y a vraiment une expérience des Noirs lors de leurs interactions à la police. L'une des choses dont on a parlé, c'est d'augmenter la prise de conscience des gens. Nombre des personnes ne connaissent pas le règlement, même si bien sûr ils connaissent les contrôles de routine. L'une des choses dont on pensait par lesquelles il faudrait commander, c'est au niveau des données démographiques des personnes qui sont interpellées sur ces contrôles de routine. Considérer les habitudes, les collèges, dans les universités. Pour les aînés, peut-être de les informer par les nouvelles, la radio, la télé. Dans les associations communautaires, de parler peut-être aux parents en leur disant voilà, vous devez être au courant de parler des populations vulnérables qui ont plus d'opportunités de se trouver en contact avec la police, des gens dans les centres d'hébergement, etc. Quelque chose qui était vraiment intéressant, et sur lequel nous étions en désaccord. C'est qui devrait mettre les gens au courant? Est-ce que ce devrait être la police ou ce devrait être une partie tierce qui puisse reconstruire la confiance entre les membres du public et la police? Donc on avait le droit d'être en désaccord parce qu'on n'était pas très sûr où tirer la ligne. Je sais, on a parlé aussi de formation et de savoir s'il était vraiment utile d'avoir une formation à ce sujet. Bon, évidemment, on veut avoir des formations pour les agents. On pensait qu'il fallait améliorer l'information, c'est-à-dire à la surveillance de la police et surtout la mise en place de cela, parce qu'il y a des officiers, des agents de police qui, de façon intentionnelle ou parce qu'ils s'en moquent, qu'ils suivent le règlement, mais ou qu'ils ne le suivent pas et ne rapportent pas qu'ils ne suivent pas ce règlement. Et les gens qui sont interpellés ne connaissent pas leurs droits ou ne savent pas non plus comment accéder les demandes concernant ces contrôles de routine. Donc c'est un petit peu plus ça, mais c'était vraiment de surveiller mieux les organismes de surveillance de la police. Est-ce qu'il y a un orateur pour cette table? Merci. Je vais être brève. Nous avons parlé longtemps de confiance et combien il est difficile de mettre en place une réglementation pour les forces de police alors qu'il y a vraiment un manque fort de confiance qui est vraiment ébréché au niveau du public. Bonsoir à tout le monde, mon nom est Latanya Grant. Je vais répondre à certaines de vos questions. Est-ce que vous avez entendu parler de Jermaine Carby? C'est ce que le numéro 1 devrait dire, parce que Jermaine Carby a perdu la vie à cause d'un contrôle de routine. Le meurtre de Jeremy Carby par un témoignage de la police. Mon cousin a perdu la vie parce qu'il était passager du véhicule. Ce nouvel règlement dont vous parlez, qui aurait à voir comme d'accepter ces contrôles de routine. Je pense que cela devra arriver seulement sous les lois du Code de la route. Mon cousin était passager lors d'un code de la route. Il demandait les documents d'identité du conducteur et ils ont demandé aussi les documents d'identité de mon cousin.
Benjamin Kirby ne serait jamais mort si cette pratique n'avait pas été ni créée ni mise en place. Donc je ne pense pas que c'est quelque chose qui devrait être réparé, mais que ce devrait être tout simplement éliminé. Personne ne veut être arrêté pour un contrôle de routine. Personne ne veut parler aux agents. Et vous ne devriez pas nous forcer à vous parler. Il y a de nombreuses choses là-dedans qui ne sont pas du tout logiques parce que tout ce qui est au-dessus est en contradiction avec ce qui est dit plus bas. Donc ma famille souffre. Nous avons perdu un membre de notre famille à cause de cette pratique. C'est vraiment malheureux. Nous sommes venus par avion de Toronto parce que je voulais être ici, dans la capitale, pour montrer que ces choses-là affectent notre collectivité. Il y avait 14 recommandations dans l'enquête de l'expert pour Germain. Et l'un était de faire une formation pour les préjugés qui sont inconscients. Ces contrôles de routine affectent beaucoup plus les autochtones et les noirs. Nous sommes seuls ceux qui sont racialisés et cela doit être arrêté. Quelqu'un est mort à cause de cela. Donc, qui que ce soit, qui soit un policier ici dans la salle, il faut que vous sachiez qu'à cause de ce règlement, quelqu'un a perdu la vie. À chaque fois que vous irez à un dîner de famille, vous y penserez. Moi, je ne verrai plus jamais mon cousin parce que les gens qui sont supposés nous servir et nous protéger nous harcèlent et nous tuent dans la rue. Et c'est pour ça qu'on ne s'en sortira jamais en sécurité de parler à un agent de police parce qu'ils ont une attitude. Leur attitude, c'est difficile à expliquer. C'est moi, j'ai un policier, il faut que vous m'écoutiez, sinon je vais vous tirer dessus. Ce n'est pas ce qui devrait se passer. Les agents devraient être formés sur les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il y avait justement, quand ils ont obtenu des informations à son sujet, mais quand même, ils lui ont demandé ses papiers d'identité. Mais c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Ce n'est pas seulement de parler du règlement et des contrôles de routine, mais c'est pour vous dire que quelqu'un a perdu sa vie à cause de cela. Donc on doit y mettre un terme. Merci. D'accord. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci, ma sœur, et ces gens qui sont venus de Toronto. Tout d'abord, ce qu'on comprend des contrôles de routine, c'est un outil et qu'un revolver peut être utilisé. Nous avons parlé de cette question en disant qu'est-ce que ça veut dire pour vous ces contrôles de routine. Et de façon unanime, tout le monde a dit la façon dont il est utilisé ou ses effets, c'est un outil de surveillance qui cible les civiliens. C'est un outil de contrôle, surtout des collectivités, des jeunes noirs. Et encore, ils prennent pour cible les collectivités marginalisées. Ça n'est plus utilisé pour des services de renseignement. C'est une extension de divers préjugés. Qu'est-ce que c'est ça? Contrôle de la population et qu'il génère la terreur. La façon dont il est appliqué. Est-ce que cela dépend de la Charte des droits et des libertés? Est-ce que l'on pense que c'est utile? Encore une fois, en tant qu'outil, et ici je voudrais indiquer que nous avons un ancien agent policier. C'est la façon dont cela devrait être utilisé et la façon dont en fait cela est abusé. En passant au numéro 3, est-ce que vous êtes au courant du nouveau règlement? Les membres de la communauté, d'accord, pour que les gens soient au courant en utilisant des médias dans la communauté, les mosquées, les églises, les écoles, les organisations communautaires ainsi que les médias communautaires. Est-ce que vous pensez qu'il y ait quelques bénéfices?
Encore une fois, Again, we had some people that said if used properly, yes. certaines personnes disaient que si But c'était fait de it has façon good correcte, intentions, but oui. it's getting us, it's not getting us, right at the moment, it's not getting us where we want to go. Mais the way en it's ce being moment, used. cela n'est pas la façon dont ce And there's contrôle de no benefit routine at devrait all, no être crime has been utilisé. So, Il n'y a aucun bénéfice, à moins qu'il n'y ait aucun crime ne se soit passé. Numéro 7, quand ils font des contrôles d'identité, ils devraient s'identifier, ils devraient montrer des signes de respect et utiliser cet outil de façon légale et équitable. Le reçu, qu'est-ce qu'on pense du reçu? Il devrait y avoir des infos importantes, la raison de l'interpellation, combien de temps l'information sera conservée dans les systèmes. L'ancien officier de police a dit qu'en réalité, la police n'est pas ce genre de truc et qu'ils vont trouver un moyen de le contourner. Donc si vous n'exigez pas certaines informations sur le reçu, vous ne parviendrez à rien. Your thought on the receipt, no, nothing good. No, sorry. Number 10. All right. Okay, recommendations. Les recommandations. How to maximize compliance. So good Comment supervision. Augmenter including la disciplinary conformité en mettant en place des actions disciplinaires. Si l'outil n'est pas utilisé de façon appropriée, qu'il y ait des punitions importantes, qu'il faudrait qu'il y ait des dirigeants plus âgés dans les services de police, dans tous les services et les forces de police. C'est au niveau du partage de l'information entre les forces de police. Savoir si ce processus est vraiment utile afin d'atteindre ces objectifs. Et qu'est-ce que c'est ça au niveau des données? Que s'est passé avec les données qui ont été rassemblées avant la mise en place de ce règlement? Donc nous voudrions savoir si ces informations vont être éliminées. Merci, merci. Salut à tous, mon nom est Goody, je suis des États-Unis. Donc avant de commencer à répondre à ces questions, il y a un point vraiment essentiel que nous devons soulever, c'est que ce sondage, ces questions ont manqué. Ce questionnaire nous demande notre avis par rapport au règlement. Et ce qui est important de savoir, c'est que nous voulons absolument que ces contrôles de routine soient bannis. Ce n'est pas assez d'avoir un règlement. D'avoir un règlement, ça ne suffit pas. On veut que ce soit absolument banni. Maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions. OK. Bon, numéro 1. Oui, on entend bien. Est-ce que vous savez ce que c'est les contrôles de routine? Si vous allez dans la rue, si vous allez n'importe où dans la ville, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est le fichage, on vous dira qu'est-ce que tu veux dire? Et si vous entendez parler de quelqu'un qui a été fiché, il ne sait même pas, donc il faut leur expliquer aussi, c'est quand on vous demande vos papiers d'identité. Donc les 3/4 des gens ne savent même pas qu'ils sont fichés. Qu'est-ce que le fichage veut dire pour nous? Cela veut dire d'être interpellé, qu'on nous demande nos papiers d'identité sans raison. C'est parce qu'il y a des suspicions que peut-être on est un criminel, que peut-être on fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que ça veut dire, suspicion? Demandez à un agent de police pourquoi il nous interpelle. Donc ils vont répondre. Et maintenant, ça nous rend suspects. Donc déjà, quand on pose la question à un agent de police, ça nous rend suspect. Donc ça, c'est un gros problème. Numéro 3, au niveau du règlement, ici à notre table, certains d'entre nous, on avait entendu parler, d'autres non. Nous sommes un bon mélange ici. Et qu'en est-il du public en général? Le public en général ne sait même pas ce que c'est le fichage. Donc qu'est-ce qu'il pourrait savoir au niveau du règlement? Numéro 5. Est-ce que vous pensez que le fichage a des bénéfices? On a répondu non. C'est l'opposé en fait. Je vais partager avec vous une histoire intéressante.
J'ai demandé un petit peu à quelqu'un quel est son point de vue des agents après avoir été fiché de nombreuses fois. Il a dit, c'est simple, moi je n'ai aucune confiance dans les agents. S'il y a un crime dans mon quartier, je ne vais pas appeler la police, je préfère y aller moi-même pour voir et puis on va m'accuser d'être entré par infraction. Mais je ne veux pas appeler un officier de police. Donc quand les gens ont été les sujets de fichage de nombreuses fois, leur confiance dans les agents de police tombe en flèche. Les jeunes gens qui veulent devenir des agents de police sont des gens qui veulent... Non, pardon, ce sont des membres de la communauté qui sont bons et on leur met les menottes, on leur prend leurs informations et même s'ils voulaient être des agents de police à l'origine, ils se disent bah, finalement je ne veux plus être agent de police. Ils perdent tout intérêt. Je suis une de ces personnes. Je voulais être agent de police et j'ai complètement perdu intérêt. Et voici les raisons pour lesquelles j'ai perdu cet intérêt. Donc au niveau des recommandations. Les recommandations. La conservation des données. On ne veut pas que ces données soient dans les mains des policiers. Il y a des preuves qui empêchent certaines personnes d'obtenir des emplois. Il y a des preuves, cela se passe. J'ai entendu parler de gens qui sont pour postuler pour un poste et quand on demande d'avoir des informations au niveau de leur casier judiciaire, il est écrit qu'ils ont été fichés. Donc cela ressort. Donc évidemment, cela montre qu'ils sont peut-être des personnes douteuses. Et dans ce cas-là, ils ne peuvent pas obtenir le travail et cela affecte énormément les communautés minoritaires racialisées. Des informations qui devraient être dans les écoles et pour les membres du public. Nombre d'entre nous ne savent même pas comment avoir un contact avec les membres de la police. Cela nous fait peur. Ça peut faire très peur, surtout quand vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous voyez une personne qui vient vers vous et qui a un revolver, qui a autre chose de l'autre côté, et qu'on vous interpelle pour rien, ils ont le pouvoir et moi je n'ai rien. Quand vous faites face à un incident racial et que vous avez un contact avec un membre de la police alors que vous n'avez rien fait de mal, personne ne va venir vous aider. Monsieur, je vais vous demander de donner 1 ou 2 points importants et ensuite on prendra vos notes. Merci. D'accord. Ok, je vais vous donner mon dernier point. Il faut bannir les contrôles de routine. Attendez. Vous pouvez prendre le micro, madame. Le dernier point, c'est que les conseils de service devraient être responsables des formations des services policiers et des résultats de cette formation. D'accord. Nous avons pensé qu'il y avait une certaine confusion par rapport à ces contrôles de routine. Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle de routine et qu'est-ce que c'est qu'une interpellation? Et à notre table, on ne savait pas. On a vraiment eu du mal à comprendre. Donc cela, il faut vraiment le clarifier. C'est quelque chose, c'est une différence assez difficile à saisir. Notre sentiment est que surtout le public n'est pas au courant. Et sur un long terme, ce serait bien de commencer de partager l'information dans les écoles et d'une façon annuelle et d'informer les jeunes sur leurs droits. Informer le public, c'est important, mais de commencer par les écoles, c'est important pour que les gens comprennent leurs droits dans le futur et aussi d'informer les nouveaux arrivants. Ce serait une formation qu'ils devraient avoir. Les informations devraient être disponibles en de nombreuses langues ainsi qu'en braille. Elles devraient être disponibles dans de nombreux lieux. Nous avons pensé qu'il y avait quelques bénéfices à ce fichage, que c'est un rassemblement d'informations pour les services de renseignement, que c'est un acte de police active et que cela nous joue comme un rôle d'empêchement.
Cela peut déclencher la peur dans les gens qui ont déjà été fichés ou qui ont eu des problèmes avec la loi ou peu importe, quiconque qui était interpellé par la police. C'est intimidant, cela fait peur et nous réagissons tous de façon différente. Et les policiers doivent connaître cela, que même si on est arrêté dans une voiture, quelle qu'en soit la raison, nous sommes nerveux. Il est essentiel que la présence des policiers doit être policière afin de développer la confiance, c'est-à-dire d'aller parler aux gens à chaque opportunité, à chaque occasion pour développer des relations. Afin donc de faire la police dans les communautés, c'est vraiment essentiel parce que les choses ne se passent pas bien dans la collectivité. OK. Quand la police interpelle et parle aux gens, nous pensons qu'ils devraient remettre une carte d'affaires toujours, même si le rapport a été plaisant. Dans ce cas-là, vous avez quelque chose à ramener avec vous à la maison. Simplement d'avoir le nom ou le numéro de matricule n'est pas suffisant, parce qu'après quelques heures, c'est possible que vous l'ayez oublié. Donc de donner une carte d'affaires, c'est important, et ça ferait du chemin. Et cela aussi peut permettre à la personne de contacter l'agent de police et encore une fois, ça établit une relation. Ils doivent respecter le droit à la privauté. Ils doivent informer les gens de leurs droits lorsqu'ils leur posent des questions. Et ils doivent respecter aussi les décisions des gens si ces personnes ne souhaitent pas parler aux policiers. Une question, c'est qu'alors qu'on rassemble les papiers d'identité, comment est-ce qu'on va utiliser ces données? C'est quelque chose dont on a parlé en large et en travers. Pendant combien de temps elles sont conservées? Qui peut accéder à ces informations? Comment est-ce qu'on peut obtenir les informations qui ont été collectées sur nous-mêmes? Certaines personnes ont dit que oui, ils avaient été interpellés, c'était dans une voiture. Donc si je comprends bien, ce ne serait pas considéré du fichage si ça tombe sous le code de la route. Même s'ils se posaient des questions au sujet de cette interpellation. Je peux vous donner un carton jaune, madame? On aimerait vraiment beaucoup voir le reçu. C'est quelque chose dont on a parlé beaucoup. Vous avez demandé nos pensées. On n'a pas vu de reçu, donc ça serait assez essentiel qu'on le voit. On suggère que les policiers devraient avoir des vidéocaméras sur eux-mêmes. Pardon, des caméras vidéo. Cela pourrait nous permettre d'obtenir de nombreuses informations par rapport au contact entre la police et les membres du public. Merci. Mon nom est Calvin Lawrence. Je suis un ancien agent de police. Je l'ai été pendant 36 ans. Si vous voyez mon chapeau, je dis minimiser les conflits. Je travaille depuis les années 70 entre la police et les communautés noires. La première des choses, donc, je voudrais vous dire, c'est qu'il faut travailler de la base jusqu'au sommet, pas l'inverse du tout. Qu'est-ce que le code pénal dit au niveau des fichages? Que dit la droit des libertés? La loi sur le droit privé, on dit que c'est une évaluation d'impact sur la vie privée. Certaines associations de police le font peut-être, mais si vous voulez obtenir la confiance du public et si vous faites une évaluation sur les effets quant à la privauté, vous pourrez voir qui obtient l'information, où elle va, quelles sont les ramifications par rapport au nouveau processus qui tomberait sous la loi sous la privauté.
au niveau d'une décision majeure. Eyre contre Brown, par le juge Brown, a écrit sur la Cour d'appel. Il a dit que le fichage racialisé est une réalité au Canada. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est le juge Brown. Ce sont les tribunaux qui disent cela, que les contrôles de routine sont racialisés. Dans les papiers, on dit que les forces de police de l'Ontario ont partagé les informations obtenues par les contrôles de routine avec des nouveaux autres services de renseignement policiers en fonction d'un document de 2014. Le Toronto Star dit que l'information est partagée avec les services secrets et avec les services de police provinciaux. Mais si l'on suit ce processus afin que vous puissiez obtenir vos informations, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas juste mettre ici le formulaire que remplissent les policiers? Montrez-le à tout le monde. Il n'y a pas de secret quant à ce formulaire. En dernier lieu, je suis un ancien policier. S'il y a des gens ici, vous allez être fouillés par la loi, sinon on va vous titiller. Et même si vous demandez est-ce que je peux partir et vous n'aurez pas le droit de partir. Et si vous avez une petite faille, je vais essayer de vous mettre en prison. C'est aussi simple que cela. Merci. Bonsoir à tous. Mon nom est Paul. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Calvin. Nous sommes vraiment très sceptiques par rapport au rassemblement des données. On n'est pas sûr où vont ces données, qui les partage et la durée de leur conservation. Il est vraiment nécessaire de clarifier ce domaine. Nous sommes loin d'être ravis par les efforts du gouvernement qui aurait dû mettre le public mieux au courant. Je suis certain. Il est évident que quand c'est le moment des votes, ils savent comment nous rejoindre, mais pour nous donner des informations essentielles, c'est plus difficile. Donc, peu d'entre nous étions au courant de ce règlement et du fichage en lui-même. Encore une fois, d'avoir de meilleurs investissements et plus d'efforts afin que le public soit au courant. En conclusion, c'est à faire une analyse des coûts par rapport aux bénéfices. Je ne pense pas que ce soit une politique qui soit vraiment utile. Nous pensons tout simplement qu'on ne devrait pas être interpellé, c'est tout, quoi. Et ceci, je voudrais vous donner un exemple d'une personne anonyme qui a été arrêtée devant leur maison. On a exigé leur papier d'identité et de prouver qu'ils habitaient ici, comme si le fardeau de la preuve reposait sur lui. Donc évidemment, ça complique les relations avec le policier et la personne qui est fichée. Donc de ce fait, on pense encore que la confiance du public est de nouveau affectée. Mon nom est Litia Auguste. Je parle au nom de ma table ici. Juste en gardant l'œil sur l'horloge, je vais dire rapidement ce qui n'a pas été mentionné encore. Notre table a parlé vraiment en large et en travers de l'importance de la police communautaire. Donc si les membres de cette collectivité ont l'habitude de voir les agents de police, ils ont confiance.
et cela améliorerait. Les gens qui n'ont pas confiance en la police n'appelleront pas la police. Donc évidemment, c'est un problème. C'était vraiment pas clair de quand le règlement s'applique ou pas, quand est-ce qu'on doit remettre nos documents ou pas. Donc encore une fois, on en revient à un besoin d'éducation afin que le public sache quand la police peut faire des contrôles de routine ou pas, et de toucher les membres de la collectivité, des communautés marginalisées, les jeunes, les gens avec des problèmes des problèmes de santé mentale. Et malgré les bénéfices de cette pratique, il ne devrait pas piétiner les droits de l'homme et qu'il devrait être la base de toute interaction. Un autre point dont on a parlé, c'est la collecte des données. Par rapport au dernier point et le rapport qui serait rendu public tous les ans. Donc, des données quant à la race, les villes où il y a plus de rapports avec la police, des problèmes de santé mentale, et si ces personnes ont des casiers criminels ou pas, de voir qui est arrêté, etc. Donc, quelque chose qui a été mentionné à notre table ou à la table là-bas, c'est non seulement les policiers doivent être formés, mais ils doivent être responsables. C'est-à-dire qu'ils doivent être punis, le cas échéant, ou avoir des formations ultérieures. Et il faut s'assurer de développer des outils afin qu'ils soient tenus responsables et qu'il y ait bien sûr de la surveillance. À notre table ici, certaines personnes sont parties, mais on a eu vraiment une discussion robuste. Nombre des sujets dont nous avons parlé, on a utilisé bien sûr les questions, mais soyez patients avec moi alors que je partage avec vous ce roman. Un roman de 4 minutes, oui. En 2010, ici à Ottawa, il y avait 8240 contrôles de routine. En 2011, il y en avait 6748. En 2012, 6950. Je vais accélérer ici pour vous donner une idée où sont les contrôles de routine. 2017, il y en avait 6. Donc, de 2010 à 2017, on est passé de plus de 8000 contrôles de routine. Donc, le but de ces contrôles de routine, c'était pour obtenir des services de renseignement. On a dit des services de renseignement valables. Donc, si c'était vraiment utile, comment ça se fait qu'on soit passé de plus de 8000 à 6 ? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Et c'est ce qui est ressorti à notre table. Le processus est floué. Ce n'est pas que le procédé de récupérer des données pour les services de renseignement ne marche pas, mais c'est que le processus en lui-même est floué. Au niveau des données, où ces données sont-elles conservées? En 2010, ils ne donnaient pas de reçu. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucun processus comme nous l'avons ici aujourd'hui. Donc, dans notre conversation, la question où étaient conservées les données en 2010, c'est dans une banque de données séparée où les vieilles données sont conservées et suivre les lois qui s'appliquaient à l'époque. Donc la question en suspens, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données aujourd'hui? S'ils ne suivent pas le règlement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ces vieilles données? Point suivant. Prise de conscience, être au courant. On est vraiment bon pour faire ces contrôles de routine, mais on n'est vraiment pas bon quant à l'éducation des jeunes, quant à leurs droits. Donc le point focal de ce processus serait vraiment d'informer les jeunes, de savoir quand et comment ils peuvent interagir avec les services de police et quels sont leurs droits. Donc les participations majeures sont par exemple les écoles, les conseils scolaires, qu'ils soient impliqués dans cette conversation et qu'un déterminant social de la santé serait dans tous les secteurs. On ne peut pas parler des contrôles de routine sans parler des effets sur la santé ou sans parler
OK. Puis en français, de c'est la la même chose. mise au Si courant on n'a pas d'informations en français dans dans les les deux écoles. langues, ça ne fonctionne pas. Imagine que tu es arrêté par un policier, puis tu n'as pas l'information, tu vas toujours regarder comme tu es peut-être un suspect. So suspicion is subjective. Donc, la suspicion est vraiment subjective. Si vous êtes arrêté à 17 ans et vous ne connaissez pas vos droits, donc tes mains peuvent commencer à trembler. Tu peux avoir la voix brisée. Est-ce que cela peut être suffisant pour être questionné ou est-ce qu'au contraire, on renvoie ce jeune à la maison? Pour être au courant au niveau du curriculum, c'était vraiment quelque chose d'important. On devrait faire comme des EQAO tests pour les maths et l'écriture. Il faudrait aussi nous assurer que les jeunes connaissent bien leurs droits. Le système est déjà mis en place, il faut seulement étendre un petit peu, élargir ce curriculum. En finale, le rapport annuel doit être mis en ligne. Pourtant, il y a de nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'Internet. Mais il faut vous assurer que l'information soit partagée. Je vais terminer avec ce point au niveau du rassemblement des données. Quelqu'un a dit pendant combien de temps elles sont conservées. Nous, on a demandé au chef Barlow ici, on lui a posé la question. Il a dit que les données sont conservées pendant 5 ans. Corrigez-moi si je fais une erreur. Les données qui ont été collectées il y a plus de 5 ans sont gelées. Nous ne savons pas ce que ça veut dire gelé. Donc après qu'on ait terminé, demandez au chef ce que cela veut dire gelé. Je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire. Conservation de ces données, c'était la question dont on voulait parler. Dans ce document ici, cela dit que la banque de données est sous le contrôle de la police. Mais on avait d'autres suggestions. Peut-être que la Commission des droits de l'homme devrait conserver ces données. Peut-être les universités, peut-être que le directeur indépendant de l'examen de la police. Je ne sais pas, mais en fait, on devrait tous pouvoir accéder à cette information. On a dit aussi d'autres points. Ouais, il est où mon carton jaune? Le voilà. Prenez vos notes. Vous allez devoir me courir après pour obtenir mon roman. Numéro 10. Un chef de police. On a pensé que c'était bien. Un policier ne devrait pas être récompensé pour avoir fait beaucoup de contrôles de police. Ça ne devrait pas être considéré pour la promotion de quelqu'un ou pas. Mais ce que je voudrais mentionner, c'est de voir ce qui qualifie les gens qui sont promus. Il y a eu des promotions importantes. C'est vraiment le bon moment de le mentionner ici. C'est quand Granger est devenue inspecteur. Elle a été promue parce qu'elle avait fait de nombreux contrôles de routine, à cause de son tempérament, pour ses qualifications, à cause de son professionnalisme. Donc si ce sont les raisons pour la promotion pour nos officiers, c'est comme cela qu'on devrait appliquer toutes ces recommandations. Merci beaucoup pour votre temps. Vous pourrez avoir mon roman tout à l'heure. Je voudrais parler juste d'un petit point au niveau d'être. Je viens de la Nouvelle-Écosse et je fais partie des associations de police. J'ai été fiché à Halifax et je n'étais même pas au courant de ce qu'étaient mes droits. Donc, qu'en est-il du public en général? Merci. Bon point. Merci. Bonsoir à tous. Malheureusement, nombre des personnes à notre table ont dû partir, mais ce qui est ressorti de la table, c'est qu'ils avaient certaines questions. C'est après avoir entendu tout le monde, est-ce que de bannir les contrôles de routine ferait vraiment une différence? Il faut trouver un moyen, avec cet examen, d'arrêter
le profilage racial et comment est-ce qu'on pourrait surveiller mieux la façon dont les policiers font leur travail. Est-ce que c'est même possible? Comment est-ce qu'on peut changer la culture policière? Et une chose dont on a parlé, c'est la formation tangible et pas seulement des boîtes à remplir, mais des formations qui vraiment fonctionnent et puis d'avoir des lois par rapport au profilage racial, parce que les lois sont très souvent bafouées, mais que rien vraiment n'est fait. Où sont les conséquences lorsqu'ils brisent ces lois? Les conséquences doivent être dans les deux sens. L'attitude est vraiment importante. Il doit y avoir un terme mis sur la pratique, parce que le nom de la pratique change en permanence, mais c'est toujours la même chose en finale. C'est en fait le comportement doit changer. Il doit y avoir de la responsabilité, de la transparence. Les publics devraient être au courant des choses et de ce qui se passe. Le but des organisations de police, c'est de développer les relations alors que le fichage les détruit. Les lignes sont vraiment floues par rapport au fichage. Et surtout avec ce nouveau règlement, la clarification est essentielle. Nous, à notre table, nous sommes d'accord que d'avoir des formations et de l'éducation pour les services de police sont essentiels et ainsi d'éduquer les membres du public et surtout certaines collectivités en priorité, qui sont les gens qui sont touchés en premier, qui ne connaissent pas leurs droits et qui sont racialisés. Un reçu, d'accord, personne ne l'a vu, personne n'en a entendu parler. Et s'il y a un reçu, ce doit être normalisé dans toute la province. Ça ne devrait pas être différé entre les provinces ou différentes organisations de police. Ce devrait être un reçu uniforme afin que tout le monde sache à quoi ressemble ce reçu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En mon nom et en nom de l'équipe, le juge Tulloch va vous dire les derniers mots. Je voudrais vous dire que c'était une conversation vraiment fructueuse. Donc, comme vous le savez, vous en numéro 11 sur les 12 consultations. Donc, je voudrais vous remercier pour la qualité de ce que vous avez dit et encore de vous remercier d'avoir affronté le temps pour être venu ici. Comme vous le savez, c'est un problème vraiment important et c'était important pour nous de vous entendre. Aussi le juge Tulloch. Encore une fois, merci Kike d'avoir animé la discussion. Encore une fois, je veux remercier chacun d'entre vous ici présents dans la salle. Comme je vous l'ai dit, vous avez fait un sacrifice en venant ici afin de participer. Et d'après mon point de vue, c'était une conversation vraiment importante et qui fait bouger le cœur. Pour ceux d'entre vous qui ont participé, c'est vraiment un problème pour vous. Je vous ai tous entendus. Vraiment bien et fort. Et vos commentaires, vos recommandations, vos pensées, je les ai écrits. J'ai pris des notes au passage. Et vous pouvez aussi nous en envoyer d'autres. On a pris en note tout ce que vous avez dit et je peux vous assurer que vous le verrez. Cela va être considéré, cela va être reflété d'une façon ou d'une autre dans le rapport à la fin de cette consultation et cet examen. Pour ceux d'entre vous qui venaient d'en dehors de la province, si je comprends bien, il y a des gens ici qui viennent un petit peu partout du Canada. Je veux vraiment vous accueillir ici en Ontario et je vous remercie encore d'avoir participé à ce processus consultatif. Pour ceux d'entre vous qui ont voyagé depuis l'extérieur d'Ottawa, encore merci d'avoir fait cet effort et ce sacrifice. C'est vraiment important que nous ayons cette conversation. Il est vraiment essentiel que la communauté comprenne et
que les policiers et les membres de la collectivité aient un dialogue ouvert et honnête au niveau de ces questions. À moins qu'il y ait ce dialogue, on ne pourra pas trouver une solution significative et on sera dans une impasse. Donc j'espère vraiment qu'en finale, on pourra mettre nos esprits ensemble et trouver une solution utile et qui ne reflète pas de façon discriminative certains segments seulement de notre société. Et que tous comprennent que ces sentiments qui ont été énoncés ce soir sont vraiment importants. Encore une fois, merci vraiment pour tous vos commentaires ce soir et rentrez chez vous prudemment. Merci.